Salut, c'est Franck Taluto. Pour la première fois depuis la création de ce podcast, c'est un joueur actuel de l'AS Saint-Etienne qui en est l'invité. Aujourd'hui, j'ai donc le plaisir de vous emmener à la rencontre de Victor Lobry. Avec lui, on a parlé de son présent sous le maillot vert, mais aussi, et surtout, du parcours qu'il a construit en tant que footballeur et en tant qu'homme. Dessous de verre numéro 38, ça commence maintenant. Salut Victor. Bonjour. Merci de nous accueillir à l'ETRA. Avec plaisir. Comme avec chaque invité, on va revenir sur ton parcours, mais vu que, comme je te le disais avant de démarrer, tu es le premier joueur en activité de la SS à me répondre, je voudrais commencer par le présent. Ça fait donc un peu moins d'un an que tu es installé maintenant ici. Comment est-ce que tu te sens dans cet environnement ? Ça fait plaisir. Hein. Comme j'ai pu le répéter plusieurs fois, je pense que c'est l'objectif de tout jeune joueur de jouer dans un club comme la SSE. Donc beaucoup d'ambition, beaucoup de fierté. Et puis voilà, on n'a pas envie que ça s'arrête, quoi. Tu étais en fin de contrat à Pau. Est-ce que tu peux nous raconter les dessous de ton arrivée ici ? Comment ça s'est fait ? Qui a discuté avec toi ? Dans quelles conditions ? Les arguments qui t'ont convaincu ? Et puis peut-être si tu avais d'autres choix à ce moment-là ? Ouais, comme j'étais en fin de contrat et que je sortais de 2 saisons pleines, on va dire, avec Pau en Ligue 2, c'est vrai j'ai eu la chance d'avoir un peu de choix l'été dernier, surtout sur le championnat de Ligue 2. Après, franchement, quand Saint-Etienne s'est manifesté, ça a été super rapide. Je me rappelle, les premiers contacts que j'ai eu avec Loïc, c'était un jeudi et je suis arrivé le mardi qui suivait, quoi. Donc une fois que Loïc il est rentré en contact avec mes agents, ça a été super rapide. Moi, j'ai dit OK. Règle les détails qu'il y avait à régler. Forcément, ça se fait pas non plus du jour au lendemain. Mais tout était OK pour moi et puis ça a été super rapide. Tu es né toi en 95. Ouais. Est-ce que Saint-Etienne, ça te parlait ou c'est plus la génération de tes parents qui avaient pu être marqués par ce club-là ? Non, forcément, mes parents, plus que moi, forcément. Mais je pense que quand même, j'ai connu à travers la télé quand même des belles années de Saint-Etienne. Même si ça n'a pas été les meilleures de l'histoire du club, mais quand même des belles années, quand même quelques coupes d'Europe, quand même ça a toujours été une bonne équipe du championnat. Donc forcément, et puis après on voit tout ce qu'il y a autour aussi qui fait que ça prend un peu plus d'amplitude. Mais non, c'est sûr que c'est plus la génération de mes parents, et puis forcément quand j'ai dit à mes parents et à ma famille que je signais ici, c'était un petit aboutissement quand même. Les premiers mois, ça n'a quand même pas été simple, la situation était un peu particulière. Il y a eu la tension liée à la relégation, les points de pénalité, les huis clos, les résultats difficiles aussi. Est-ce qu'il y a un moment où, sans aller jusqu'à douter ou regretter, mais est-ce qu'il y a un moment où tu t'es posé des questions ? Franchement non, parce que j'en ai parlé plusieurs fois d'ailleurs avec mes agents, parce que voilà, on est pas mal proches et puis on discute toutes les semaines pratiquement. Et puis je l'ai dit et il me l'a dit plusieurs fois, s'il fallait refaire le choix en décembre, j'aurais refait le même. Donc il y avait aucun regret. Après, on savait qu'on s'embarquait pas dans un truc facile non plus, parce que forcément, la relégation, un changement de coach, une nouvelle équipe, un renouvellement d'effectifs, il y avait plein de facteurs qui faisaient qu'on savait que ça allait pas être tout beau. Mais je pense que c'est des défis comme ça qui font que on grandit, on avance dans notre carrière. Et puis, je pense que si un an ici, ça peut valoir 3-4 ans d'expérience ailleurs. Donc fallait le prendre aussi. Je disais, collectivement, c'était pas simple. Toi, par contre, tu as semblé t'adapter assez facilement et rapidement. Est-ce que le fait d'avoir changé de club quasiment chaque année depuis que tu as quitté le stade de Reims où tu as été formé, ça t'a aidé justement à vite trouver tes marques ? Ouais, je pense parce que j'ai eu 3-4 ans où j'ai changé de club tous les ans en fait, pour diverses raisons, surtout pour passer des nouveaux paliers. Et je pense que arriver dans un vestiaire ici qui était plutôt quand même agréable avec des bons mecs, ça m'a aidé aussi. Mais le fait d'avoir eu je pense pas mal d'expériences de changement, ça m'a aidé. Et des fois c'est pas marrant de tout le temps changer, mais moi ça a été pour des bonnes choses. Donc quand je suis arrivé ici, c'était une nouvelle aventure et puis je suis content. Je voulais te demander justement qu'est-ce qui est difficile et dont on ne se rend pas forcément compte, nous les observateurs, les supporters, de déménager, éventuellement quand on a des enfants, de chercher une école, d'arriver dans un nouveau vestiaire. C'est difficile ça ? Ça peut être difficile. Moi la première année où j'ai quitté Reims et que je suis arrivé à Limoges,
ça a été, en fait, c'était un changement total parce que je passais d'un club pro. Alors, je jouais au même niveau, j'étais en National D aussi. Mais voilà, je quittais un vestiaire avec pas mal de jeunes. J'avais 22 ans ou 21 ans, mais c'était moi le plus vieux dans le vestiaire à Reims. J'arrive à Limoges où je suis le plus jeune alors que j'avais l'habitude d'être voilà, un peu des plus anciens. Et voilà, je passais du tout au tout en fait, d'un club qui était limite en Ligue 1, qui jouait la montée en Ligue 1 en tout cas à cette époque. Et je passais dans un club qui montait de National 3 en National 2. Donc voilà, il n'y avait rien en commun en fait. Mais ouais, ça m'a fait grandir. Et puis après, voilà, c'est des belles aventures, je pense quand même, de vivre ça. Je le souhaite pas aux plus jeunes qui quittent leur centre de formation, mais voilà, je pense que c'est l'expérience qui m'a fait grandir. Et puis ouais, non, après, moi, j'ai bougé partout où je suis allé, c'était avec ma femme. Donc, ce que je dis toujours, c'est que nous, on arrive dans un vestiaire de 25-30 mecs, sauf si on est, pardonne-moi l'expression, mais le plus con du monde, on va toujours trouver des copains, quoi, parce que voilà, sur 30 personnes, on arrive toujours à avoir des affinités. Après, ouais, pour la famille, c'est un peu plus difficile des fois, mais voilà, à l'époque, on n'avait pas encore d'enfants et tout, donc ça allait. Cette étape-là, entre Reims et Limoges, on y reviendra un petit peu plus tard. Pour finir sur le présent, le public t'a aussi vite adopté, notamment parce que tu as cette capacité à répéter les efforts, combatif et faire beaucoup de courses, ce qui est assez apprécié ici. Je pense que tu le savais ou on te l'a expliqué. C'est une qualité que tu as toujours eu, toi, ou tu as développé à un certain moment de ton parcours? Bah, je l'ai développé, je pense que c'était pas forcément une qualité au départ, mais en fait, j'étais plus jeune, j'étais un peu plus petit que tout le monde. Et du coup, je me suis dit, bah, si je cours un peu moins vite, bah, il va falloir que je cours plus longtemps. Et j'ai eu un coach, c'était le beau-père d'Aïssa Mandi qui jouait au Stade de Reims, c'était Fred Zeda, qui lui il me prenait l'après-midi, il a dit, bon, bah, tu cours pas plus vite, bah, viens, on va courir plus longtemps. Et il me faisait bosser mon cardio comme ça. Et puis, du coup, après, je l'ai développé, je l'ai gardé sur le parcours senior. Mais ouais, le coach Didier Tolo que j'avais à Pau m'avait dit, bah, franchement, va à Saint-Etienne, ils vont t'aimer, t'es le type de joueur qu'ils aiment. Il a dit, alors après, tout le monde ne t'aimera pas, il y a tellement de monde à satisfaire que c'est impossible. Mais il a dit, ça te correspond et puis c'est des gens qui te ressemblent. Donc vas-y, les yeux fermés, tu seras bien accueilli, quoi. Tu es aussi quelqu'un d'assez discret. Enfin, je me trompe peut-être, mais on te voit peu, on t'entend peu. T'es comment dans la vie de tous les jours? Hors foot, j'entends. Non, je pense en petit comité, je suis un peu moins timide, on va dire. Voilà, mais c'est vrai que j'aime pas trop me mettre en avant quand il y a beaucoup de monde. Forcément, je suis pas une personne extravagante, on va dire. Et puis, j'aime bien avoir mon petit cocon dans lequel je suis un petit peu plus, on va dire, extraverti peut-être. Mais ouais, c'est vrai que j'ai ce côté un peu timide qui fait que quand il y a du monde, je suis plutôt dans mon coin. Et puis après, quand on est sur le terrain, j'essaye de me montrer un peu plus. Mais ouais, dans la vie, je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup d'éclat, on va dire. En dehors du foot, est-ce que tu as des loisirs, des centres d'intérêt particuliers? Pas forcément. Franchement, ma vie a toujours été axée pas mal sur le foot. Après, voilà, maintenant que j'ai mon fils et tout qui grandit, c'est vrai que j'aime bien me balader, découvrir un peu les coins, découvrir un peu la nature. J'aime bien faire des petites balades un peu comme tout le monde. Mais c'est vrai que j'ai pas. Il y en a qui sont accros au golf ou des trucs comme ça, mais c'est vrai que moi, j'ai pas de passion, on va dire, particulière. Tu as eu l'occasion un peu, alors il commence juste à faire beau, mais tu as eu l'occasion depuis un an de te balader à Saint-Etienne et autour? Ouais, un petit peu autour. Après, je connais pas non plus tous les coins. On me dit d'en découvrir certains avec ceux qui sont un peu plus anciens ici, mais ouais, c'est vrai que je commence à grandir un peu ma zone de balade. Et puis, non, c'est un coin aussi agréable. On croirait pas, en tout cas, on nous le vend pas comme ça au début. Quand j'ai dit que j'allais signer à Saint-Etienne, on m'a dit, oh, mais c'est limite la pire ville du monde et tout. J'avais l'impression que j'allais arriver je sais pas où, alors que j'ai vécu à Limoges. J'ai vécu à Limoges. Et non, forcément, là, je découvre quand même une belle région et puis je me plais bien ici, ouais. Je referme cette parenthèse pour vraiment cette fois venir sur ton parcours et commencer par le commencement. Ouais. Le foot, ça vient comment chez toi? C'est une affaire de famille ou comme plein d'enfants, c'est à l'école avec les copains dans la cour, on commence à jouer? Non, moi, c'est plus une affaire de famille. J'ai mon père qui a toujours joué au foot et mes oncles aussi, tout le monde joue au foot dans ma famille. Quand je suis né, mon père a arrêté de jouer, mais il a commencé à entraîner un petit peu. Donc moi, il entraînait des seniors, j'allais à l'entraînement le soir avec lui après l'école et tout. Et puis non, voilà, ça s'est fait naturellement. On va dire que j'ai vite trouvé ma passion et puis je l'ai jamais lâché, quoi. Quand on a un papa qui est son entraîneur, ça peut être un avantage parce que il va te conseiller, t'aider à apprendre plus vite que d'autres. Ça peut être un inconvénient aussi s'il est plus exigeant avec son fils qu'avec les autres. C'était comment pour toi? On va dire que c'était plutôt le deuxième cas, moi. un peu plus exigeant. Mais ouais,
c'est pas facile tous les jours, mais après, je pense que ça forge aussi un caractère, ça met une bonne pression, on va dire, dans le sens où bah, tu as envie de satisfaire ton coach, mais c'est aussi ton père, donc il y a aussi une part d'affection, on va dire, qui fait que bah, on a envie d'être un peu plus performant. Et puis, ouais, c'est sûr que quand on perd, on ramène la défaite à la maison. Ma mère a été un peu fâchée des fois le samedi quand elle venait pas au match et puis qu'elle voyait que moi j'étais dans une partie de la maison, mon père dans l'autre. Et elle savait le résultat, quoi. Elle savait qu'on n'avait pas gagné. Mais non, je pense qu'en grandissant, aujourd'hui, je peux lui dire merci parce que si je me suis mis autant on va dire, de boulot et tout pour revenir dans le monde pro, c'est aussi grâce à lui parce qu'il m'avait appris le fait de jamais rien lâcher et puis d'être un peu exigeant avec soi-même. Est-ce que vous continuez à débriefer les matchs tous les deux aujourd'hui? Est-ce qu'il est toujours aussi dur? Ouais, Entre guillemets. on va dire, il est moins dur maintenant. Mais par contre, si pour lui j'ai pas été bon, il me le dit clairement. Je le sais tout de suite. Mais voilà, je trouve que, on va dire qu'il est plus juste maintenant, même si, voilà, il est moins, on va dire moins. Enfin, il est plus papa que coach, voilà quoi. C'est ça, j'ai grandi aussi, je suis papa à mon tour, donc je pense qu'il se voit mal m'engueuler entre guillemets devant mon fils, quoi. C'est différent, c'est différent. Ouais, ouais. Ouais, pas forcément. Il y a eu aussi l'époque Fernando Torres qui fait que il y a eu le bandeau. J'étais un peu plus offensif à l'époque, mais non, ouais, c'est venu naturellement, mais c'est vrai que c'était un peu plus fréquent en Italie. Et j'ai toujours un peu aimé la Juve, cette façon bah, les joueurs avaient de tout le temps tout donner, tout le temps se dépasser, et c'était une équipe où on avait l'impression qu'elle était jamais battue, quoi. Donc c'est ce que j'appréciais chez eux. En parlant de ton look capillaire, quand tu as signé ici, il y a quelques posts sur les réseaux sociaux qui disaient que tu étais le sosie ou de David Guetta ou de Cyril Lignac. Est-ce que tu prends l'un ou l'autre? Ouais, bah, ils ont leur qualité, hein. Ils ont leur qualité. Non, je sais pas. David Guetta s'est coupé les cheveux, peut-être qu'il faudrait que j'y vienne aussi. On verra bien, on verra bien. Pour en revenir à Zidane plus sérieusement, est-ce que tu étais le genre d'enfant voilà, qui regardait un peu sur YouTube ce que ce joueur faisait, qui essayait de le reproduire? Ouais, franchement, pas trop. J'ai jamais été trop télé, ordinateur et tout. Après, en grandissant, bien sûr. Et puis, c'était un peu aussi une autre génération que maintenant, même si j'ai pas non plus 40 ou 50 ans. Mais voilà, je pense qu'il y a eu, on n'avait pas, nous, le fait des réseaux sociaux, des vidéos qui revenaient tout le temps et tout. Mais c'est vrai que les matchs, forcément, Zidane, je pense que notre génération à nous, elle est bercée par Zidane, plus que les anciens, un peu plus par Platini peut-être, mais nous, c'était vraiment Zizou. Et puis, après, on se rappelle aussi, nous, de la Coupe du Monde 2006, où c'était sa dernière, mais voilà, il a eu ses moments de gloire aussi. Donc, non, forcément, c'était pas une référence, mais voilà, un joueur que j'appréciais. Je voulais te parler de cette finale parce que tu étais un peu petit pour celle de 98. Ouais. Celle de 2006, tu te souviens dans quelles conditions tu l'as vue et comment tu as vécu ce fameux coup de tête sur Marco Materazzi? Ouais, je me rappelle plus du dernier penalty de Trezeguet qui m'a un peu plus marqué. 98, ouais, franchement, bah, comme tu as dit, moi, j'avais pas forcément de souvenirs. On me rappelle tout le temps que ma famille l'avait regardé tous ensemble et que j'avais eu peur au moment où tout le monde a crié. Mais bon, en même temps, j'avais 3 ans, je comprenais pas grand-chose. 2006, ouais, j'étais avec mes parents à la maison, on le regardait. Et c'est vrai que j'étais déçu au moment du coup de tête, mais j'y croyais toujours. Et puis, malheureusement, ça n'a pas marché. Pour revenir plus sur toi, à quel moment tu te rends compte que tu as un petit truc qui peut te permettre, sans encore penser à être pro, mais de jouer à un bon niveau? Bah, je pense que c'est au moment où on a commencé à jouer sur les terrains à 9. Voilà, c'était Benjamin à l'époque, où mon père m'entraînait encore à l'époque et il essayait tout le temps de nous faire les meilleurs tournois de la région. On faisait aussi, nous, il y avait le tournoi de Sedan, c'était international, où on pouvait aller se confronter à des équipes un peu pro. Et voilà, franchement, par contre, en Picardie, sans cracher sur la région, mais à l'époque, il n'y avait pas à part Amiens, c'était compliqué d'avoir des bonnes équipes. Et voilà, donc c'est dans ces tournois-là qu'on pouvait se confronter un peu. Et puis, je voyais que je m'en sortais pas mal, malgré que ce soit des clubs pro. Mais voilà, l'objectif on va dire, de footballeur professionnel, il était encore loin parce que, comme je disais, chez nous, il n'y en avait pas en fait. Donc, je pouvais pas trop me comparer à d'autres. Et puis après, en grandissant, bah, ça a été toujours un peu. Quand j'étais dans les catégories jeunes, j'ai jamais été dans les meilleurs quand je suis arrivé au centre de formation, mais ouais, je me suis toujours accroché, puis ça a fini par payer.
Et justement, avant le centre de formation, il y a le pôle espoir. Ouais. Je sais pas exactement à quel âge tu pars, 13, Ouais, 14 ans. c'est vers 13 ans, je pense, ouais. Comment tu vis le fait de quitter, parce c'est hyper jeune, Ouais. même si plein d'adolescents suivent Ouais, ouais. ce parcours un peu type, mais comment tu vis le fait de quitter la maison peut-être Pour moi, la première année, franchement, a été super compliquée. Je me rendais pas compte, en fait, quand je passais les tests et tout pour y aller, je me rendais pas trop compte de ce que c'était à l'époque. Et ouais, c'est comme je te disais, il y a personne qui faisait ça chez nous. En fait, c'était rare qu'il y ait un joueur qui intègre les centres de formation. Et du coup, on m'avait jamais expliqué vraiment comment ça allait se passer. Aujourd'hui, je pense que tous les jeunes, en fait, avec les réseaux et tout, ils voient tout, comment ça se passe. On voit même limite des matchs de 17 et tout à la télé. Et nous, à notre époque, il n'y en avait pas trop. Mais ouais, la première année, elle était compliquée. J'avais pas trop envie de quitter la maison. Moi, je suis un mec qui était tout le temps chez moi, tout ça. Mais après, la deuxième année, ça y est, je me suis habitué, on va dire. Et puis, je me suis dit, bah, maintenant que je suis là, il faut y aller. Et puis, on verra où ça nous mène, quoi. Ton parcours et ta progression, ils ont été plutôt linéaires, puisque tu t'imposes dans les équipes jeunes. Je crois que vous faites une finale de Gambardella en 2014. Ouais. 2 saisons et demie en réserve dont tu es le capitaine. Ouais. Et puis ça s'arrête. Ouais, bah c'est pas un choc, mais voilà, parce que comme je voyais bien que je signais pas pro durant la saison et tout, donc je commençais à m'y attendre. Après, j'étais capitaine, donc je pensais avoir aussi mes chances de passer dans le groupe, mais je voyais bien que je faisais pas de groupe avec les pros et tout, donc je voyais que ça allait se finir comme ça. Même si dans ma tête, j'avais toujours un petit espoir d'être rattrapé au dernier moment. Mais non, après, ouais, c'est on va dire le petit contre-coup, je l'ai eu peut-être l'année d'après Limoges, où en fait j'avais fait beaucoup d'efforts et tout pour rester, on va dire, en compétition et puis de retrouver le monde pro. Et à la fin de la saison de Limoges, c'est vrai que j'étais un peu fatigué mentalement, je pense. Mais le contre-coup, ouais, je l'ai plus eu à ce moment-là. Et même si tu dis que finalement tu t'y attendais un petit peu, comment ça se passe concrètement? Est-ce que le 30 juin, on te dit bah, finalement on te fait pas passer pro, la semaine prochaine tu fais tes cartons et c'est terminé? En fait, ouais, c'est fin avril, début mai. On a les rendez-vous avec le coach, le directeur de la réserve. À l'époque, c'était David Guillon qui entraîne maintenant en Bordeaux. C'était lui je l'avais eu en réserve pendant 2 ans et demi, 3 ans, ouais, je pense. Je l'avais eu un moment. Et c'est lui qui me dit, bah écoute Victor, le staff pro a choisi de pas te faire passer. Maintenant, t'arrives sur tes 22 ans, ça passe en post-formation, ils appelaient ça à l'époque. Et donc voilà, tu peux pas non plus rester toute ta vie en réserve, il faut que tu ailles ailleurs. Et j'avais fait des tests en national, j'étais allé à Boulogne, j'avais été à Dunkerque, parce que c'était pas trop loin de chez moi et tout, à l'époque c'était plus facile. Ça avait pas été concluant, c'était des tests en fait où j'avais été mis dans un match d'opposition en fait, de 22 joueurs en essai, et puis bon, allez-y quoi. En fait, ça, il faut passer par là, je pense, à un moment donné, quand on veut rebondir, mais je suis pas sûr que ce soit forcément les meilleurs trucs. J'avais croisé d'ailleurs Ivan Masson à Dunkerque, on avait fait les essais ensemble. Lui, il avait été pris à cette époque-là. Et moi, il m'avait pas pris. Du coup, après, par un agent, j'avais été, qui est toujours mon agent actuel, qui m'avait emmené à Limoges, et puis c'est parti comme ça, quoi. C'est quelque chose qui est un peu violent de voir l'objectif de plusieurs années qui s'arrête net. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on connaît pas trop de l'extérieur. Comment ça se passe? Est-ce que les clubs formateurs vous aident un peu avec un carnet d'adresses, ou vraiment tu te retrouves chez tes parents typiquement, tout seul, avec peut-être un agent à essayer de trouver quelque chose? Bah moi à l'époque il m'avait quand même un petit peu aidé, ouais. Donc quand j'avais été à Boulogne, c'était un petit peu par l'intermédiaire de David Guillon, lui qui était passé par Boulogne. Et quand j'ai été à Dunkerque, c'était le coach des gardiens, qui est d'ailleurs encore dans le staff pro, je crois, à Reims, et qui lui avait une connaissance. Il m'a dit bah écoute, ils font une journée de détection, vas-y et tout. Et puis voilà quoi. Mais après ça dépend des personnes. Je pense que moi j'avais toujours des bonnes relations avec ces gens-là qui m'avaient aidé à l'époque, même si ça n'avait pas forcément réussi. Mais je pense que si t'as pas d'argent, c'est compliqué. Moi à l'époque je pense que j'avais pas fait le meilleur choix d'agent. Je m'étais séparé de cet agent-là à la même époque. Et du coup après voilà, j'étais un peu tout seul, et puis je me suis dit ouais, faut que quelqu'un m'aide, parce que j'y arriverai pas tout seul, quoi. Ouais. T'as toujours eu ce mental de dire à un moment ça va le faire, ou il y a eu des petites périodes en te disant bon bah c'est bon, je vais jouer en régional avec mes copains, puis je vais faire ou reprendre des études, trouver un boulot? Non, j'avais vraiment envie de y arriver, parce que bah comme on l'a dit, j'étais parti de chez moi à 13 ans. Là j'arrivais sur mes 22 ans, ça faisait presque 10 ans que, on va dire, j'ai essayé. Ça fait dur quoi, pour fermer le livre, ou rien que tourner une page et dire bon allez, je vais aller jouer. Moi en fait je voulais vraiment partir, je voulais pas retourner chez moi en fait. C'est aussi pour ça que je suis allé à Limoges, parce que c'était assez loin. Je voulais vraiment pas je pouvais jouer peut-être dans des clubs de N2, N3 par chez moi, mais je voulais vraiment pas.
Je voulais découvrir un nouveau truc. Je me suis dit, quitte à rester dans le même niveau, faut que je change de groupe, quoi. Et puis, ça a marché, hein, donc c'est cool. Comment tu as vécu, alors tu en as dit quelques mots tout à l'heure, mais comment tu as vécu ce retour dans le monde amateur? C'est vrai que chez les pros, voilà, il y a des structures de super qualité, le linge est tout prêt, Ouais, etc. C'est un cocon, quelque Ouais, part. non, bah carrément. Et là, tu te retrouves peut-être à t'entraîner le soir à 18h quand il fait nuit. Comment tu as vécu cette période-là? Bah, au début, c'était. En fait, au début, je l'ai découvert, je pense, pendant la prépa. Et puis, en fait, petit à petit, je me suis dit, bah, en fait, il n'y a pas de salle, donc j'ai pris un abonnement à la salle. Avant d'aller à l'entraînement, j'allais à la salle. En fait, nous, on s'entraînait en fait, on s'entraînait tous les jours. Et on avait juste le mardi, on s'entraînait le soir parce que ceux qui bossaient ne pouvaient pas se libérer, c'était le mardi. Sinon, les autres jours, on s'entraînait quand même le matin, donc c'était quand même confortable. Du coup, je prenais mon petit sac, j'allais à la salle vers 8h, 8h30, et puis à 10h, je retournais à l'entraînement avec tout le monde. Mais voilà, j'ai voulu quand même garder les habitudes que j'avais en centre de formation, d'aller à la salle avant, retourner peut-être faire des. Voilà, il n'y avait pas de kiné, mais voilà, si je pouvais faire un peu rien que des assouplissements ou quoi l'après-midi, histoire de garder un rythme pro, en fait, je me suis dit, bah, je veux être pro, donc bah, je suis pro, et puis on verra. Même si j'ai le statut amateur, j'essaye de rester le plus pro possible pour essayer de retrouver ce monde-là, quoi. Tu disais que tu avais un peu accusé le coup en fin d'année à Limoges, justement. Est-ce qu'à un moment, tu as eu peur d'être un peu oublié? Bah ouais, je me suis dit, moi, je suis pas un joueur non plus qui sort du lot, je suis pas un mec qu'on va forcément remarquer, donc de retourner dans le monde amateur, il va falloir que je mette des buts, il va falloir que je fasse des passes, parce que là, les matchs sont pas retransmis en fait, donc personne va te regarder si ton nom il est pas affiché dans les buteurs ou quoi que ce soit. Et donc ouais, je me suis un peu forcé dans ce truc-là. Ça m'avait réussi et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai réussi à retrouver un club pro par la suite parce que j'avais eu des belles stats, quoi. Est-ce qu'à un moment, tu as envisagé une porte de sortie? On parlait tout à l'heure d'études, de travail. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, bon, bah, ça sera pas le foot, il faut que je commence à regarder un peu mes horizons? Non, franchement, non. Ma mère, j'ai quand même eu le bac avant ça parce que voilà, je l'avais eu, je pense je l'ai raté une fois. Je l'ai raté une fois, j'ai redoublé, donc je pense que je l'ai eu vers 19 ans. Mais ouais, ma mère m'avait quand même poussé à aller au bac. Et puis après, j'avais pas repris des études quand je suis retourné à Limoges ni rien parce que voilà, je voulais vraiment rester, on va dire, focus dans le truc. Je me suis dit, je me donne 2-3 ans et on verra, quoi. Mais je voulais vraiment donner toutes mes chances pour pas regretter, quoi. Après Limoges, tu as repris ton ascension finalement, une année en N1 avec Tours, une avec Avranches, Ouais. Ligue 2, 2 ans à Pau et maintenant Saint-Etienne. Logiquement, le prochain palier, ça serait la Ligue 1. Ouais. C'est quoi aujourd'hui? C'est une ambition, c'est un rêve, c'est une volonté? Ouais, bah, je pense que ouais, c'est une volonté. On a tout le temps envie d'aller voir un peu plus haut. Moi, j'ai mon parcours qui est skié, mais voilà, comme on a dit, il est linéaire et il est toujours en progression. Donc, j'ai pas envie de m'arrêter. Et puis, jusqu'alors, on va dire que j'ai toujours passé les niveaux un peu individuellement. Et c'est vrai que je pense que c'est ce qui me manque, de vivre un truc collectif, vraiment une montée ou un parcours en couple, peu importe, mais un truc qui fait que voilà, bah en fait j'ai participé à ça, quoi. Parce que là c'est vrai, c'est une fierté de faire les étapes un peu tout seul, mais par exemple quand je suis arrivé à Pau dans l'équipe, eux ils ont connu la montée de National en Ligue 2, on voyait vraiment qu'il y avait un truc qui les unissait et en fait nous on s'est fondu là-dedans en arrivant après en tant que recrue, mais c'est vrai qu'on avait vraiment le sentiment qu'ils avaient vécu un truc qui faisait que bah, limite ils s'en rappelleront toute leur vie, quoi. Donc ouais, j'ai envie de vivre aussi un truc comme ça, quoi. À défaut de ça, c'est quoi les 2-3 grands moments de ta carrière jusqu'à présent? Je pense que ouais, l'aventure en Gambardella était quand même pas mal. C'est un truc en plus qu'on a vécu avec Reims et que ça arrivait jamais, en fait. C'était pas du tout le club qui était habitué de ces aventures-là. Je pense que aussi bah ouais, ma signature à Pau en Ligue 2, c'était une belle revanche. Donc je suis fier aussi de ça. Et puis forcément bah, d'arriver à Saint-Etienne, de rentrer à Geoffroy Guichard, d'avoir les tribunes pleines et tout, comme c'est le cas ces derniers temps. Ouais, c'est une belle fierté quand je regarde un peu, quand on s'aligne là devant les tribunes et que je regarde ma famille, je les vois un peu moins que dans les tribunes à Limoges, quoi. Donc ouais, c'est vrai que c'est une fierté aussi, ça. À Saint-Etienne, tu as trouvé plutôt, parce que je pense pas que vous connaissiez forcément avant, JP Crasso. Ouais, non, on avait déjà joué contre. On avait une connaissance commune, mais on se connaissait pas plus que ça. Comme toi, il a un parcours un peu en dents de scie, Ouais. parce qu'il n'a pas été conservé par le centre de formation de Lorient. Est-ce que d'avoir connu ces années un peu compliquées, ça vous permet aujourd'hui de croquer dedans encore plus? Ouais, je pense qu'on apprécie. On apprécie parce qu'on sait aussi
la difficulté qu'il y a pour arriver dans ce monde-là. Et puis, ouais, on veut profiter. Et puis, forcément, tout est mieux qu'avant. Donc, ouais, on est heureux. Et puis, on apporte, je pense, un peu cette fraîcheur aussi à l'effectif qui fait que on est souriant et on a envie de s'amuser, simplement. Tu vas avoir 28 ans. Ouais. On dit souvent que c'est l'âge de la maturité pour un footballeur. Comment tu te sens par rapport au potentiel que tu penses avoir et comment tu te projettes dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Comment tu vois la suite? Moi, en fait, malgré le fait que ouais, c'est vrai que j'arrive sur mes 28 ans, ça fait que 3 ans que je suis dans le monde pro, donc je pense que j'ai encore cette fraîcheur, pas d'un jeune, mais ouais, si, un petit peu quand même, le fait de plus être au début qu'à la fin, j'ai l'impression. Donc, ouais, je suis bien, j'ai envie d'encore progresser, d'encore avancer. J'essaye de faire un maximum de choses pour continuer à progresser, tout simplement, comme si je sortais un peu d'un centre de formation. Et puis, voilà, j'ai pas envie de m'arrêter là. J'ai envie de continuer à progresser collectivement, individuellement. Et puis, comme on a dit, de croquer un peu dans tout ce qui se met devant moi, quoi. Alors justement, on disait que plus jeune, tu étais fan de la Juve. Est-ce que ça te semble encore réalisable? Ouais, c'est un peu loin pour l'instant, mais étape par étape, on sait jamais. On sait jamais. Il y a des belles surprises dans le foot. C'est aussi pour ça que ce sport est beau. Mais non, déjà, si je peux toucher la Liga avec un club comme Saint-Étienne, ça serait déjà une très belle fierté. Et puis après, on verra où ça nous mène, quoi. Plus sérieusement, même si j'ai lu que tu te qualifiais de casanier, est-ce que de tenter un jour un challenge dans un pays étranger, c'est quelque chose qui te branche ou pas particulièrement? Je pense que tant que je serais pas allé au bout de ce que je peux faire en France, j'aimerais bien quand même continuer ici. J'ai eu des opportunités d'aller dans d'autres pays parce que forcément, comme j'étais libre la saison dernière, il y a beaucoup plus d'opportunités qui se présentent. Mais non, je pense que j'ai pas fini ce que j'ai à faire ici. Et puis, ouais, comme je l'ai dit, là, c'est quand même un petit aboutissement de jouer ici. Donc, j'ai envie d'apporter ce que je peux apporter et puis de continuer d'avancer avec le club. On parlait tout à l'heure de YouTube, des réseaux sociaux, etc. On parle pas mal de montant de transfert, montant de salaire, etc. Qui est un peu, malgré tout, un sujet encore tabou. Je vais évidemment pas te demander le montant de ton salaire, mais comment ça va se passer plus tard pour toi? Est-ce que ça va te permettre de continuer ta vie comme ça ou tu vas être concrètement obligé de faire quelque chose après le foot? Franchement, j'y réfléchis pas trop. Je t'avoue que c'est un truc qu'on parle beaucoup parce que ouais, forcément, ça interroge en fait qu'est-ce qui va se passer après, mais moi je suis pas vraiment là-dedans. J'ai envie de profiter. Après, c'est sûr que je fais tout pour que ça soit aujourd'hui il y a des gestionnaires de patrimoine et tout qui peuvent t'aider dans ce côté-là, mais j'essaye d'en faire un maximum pour en faire le moins possible justement après. Mais on verra. Moi, comme on a dit, je suis encore limite en début de carrière, donc j'espère en mettre un peu de côté pour pouvoir être tranquille après. Mais ouais, on verra. Je pensais au début, plus jeune, je me suis dit peut-être que je resterais dans le foot, à entraîner ou quoi que ce soit, mais franchement, avec le temps, j'en sais rien. Je sais pas du tout. J'ai lu que tu étais ambassadeur de Football Écologie France. Ouais. Est-ce que ça peut être quelque chose, un combat qui peut t'animer une fois que tu auras peut-être un peu plus de temps libre? Ouais, non, pourquoi pas. Ouais, c'est sûr que moi, je pense que c'est dans l'air du temps. C'est des choses que les plus jeunes aussi ont besoin d'apprendre. Donc je pense que quand on a cette petite renommée de joueurs de foot, on est un petit peu plus écouté des fois que leur maîtresse ou leur prof plus tard à l'école. Donc ouais, il faut aussi arriver à passer des messages. Je pense qu'il faut se servir aussi de notre statut, on va dire, de joueur pour passer des messages intéressants aux plus jeunes. Mais ouais, ça peut faire partie des objectifs de plus tard. Ouais. Bon, écoute, merci en tout cas pour le temps que tu nous as accordé. C'était super sympa. Et puis on te souhaite déjà une bonne fin de saison et puis une bonne suite dans ton parcours. Merci beaucoup. Merci. Merci à Victor pour sa disponibilité et à vous d'être allé jusqu'au bout de cet épisode. Si ça vous a plu, merci de le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez également faire grandir ce podcast en le mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify. Direction enfin Facebook, Twitter et Instagram pour continuer la discussion ou écrivez-moi par mail à dessous@gmail.com et on se retrouve bientôt. Ciao!